Comment est-ce qu'ils se sont préparés pour que la 5G devienne une réalité? Oui, la 5G c'est à la fois une évolution, révolution. Donc au sein d'Orange, on travaille sur cette nouvelle génération depuis 2012. On est le troisième opérateur qui contribuons au standard au niveau mondial. Et donc, comme en poursuite de la 4G, naturellement du déploiement de la fibre, puisque la 5G a besoin de la fibre pour fonctionner, on a pensé à la fois pouvoir la déployer sur les sites existants, les sites 2G, 3G, 4G, et puis tout en faisant en fait dans le standard avec les autres opérateurs un réseau multiservice, donc quelque chose d'assez malléable, en garantissant un internet de base qui progresse, et puis cette capacité en termes de débit, en termes de temps de réaction, de pouvoir adresser les différents besoins, les processus métiers, les besoins en vidéo, puisque c'est plus de 80% de ce qui circule aujourd'hui dans nos réseaux. Donc dès le démarrage, quand on va rajouter l'année prochaine la 5G sur nos réseaux 4G, ça va permettre d'un seul coup d'améliorer l'expérience de nos clients, puisque les vidéos vont pouvoir devenir plus immersives. Ça va vraiment être, vous pourrez voir à distance en 360 ce qui se passe, être capable également d'assister sur un lieu de concert, sur les descentes du Tour de France, à ces expériences-là. Et aujourd'hui, on a déjà une forte demande sur les vidéos, et donc que ce soit en France ou plus globalement en Europe, la 5G arrive au bon moment, puisque c'est à partir de 2020, 2021, 2022 qu'on devait rajouter, ce qu'on dit dans notre jargon, de la capacité sur nos réseaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 5G, c'est beaucoup plus performant de le faire en 5G qu'en 4G. Donc ça va nous permettre déjà de déployer ça dans des zones d'activité économique, dans des centres urbains, ce qui a été mentionné, et à partir de ça, de créer de nouvelles expériences. Alors, nouvelles expériences en mobilité, nouvelles expériences également au sein des entreprises, des sites d'entreprise, des sites industriels. Et donc c'est pour ça que depuis 2018, c'est le moment où le standard s'est figé, jusqu'à fin 2018, on a commencé à faire des tests techniques. Là, cette année, des tests vraiment où on a toute la chaîne de connectivité. Et on a commencé à allumer ça sur plein de sites différents, naturellement en France. Donc vous êtes les bienvenus par exemple dans le labo 5G, sur Orange Partner, vous pouvez prendre contact avec nous pour commencer à tester en avance de phase la 5G. En général, ce qu'on fait, c'est on fait un réseau privé comme ça, 4G, 5G, puis vous pouvez venir voir ce que ça apporte en temps de réaction, en débit, en résilience, en disponibilité pour votre service, pour votre nouvel objet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait ça on a contacté plus de 280 startups en France pour commencer à donner cet outil pour préparer la prochaine génération. Et c'est vraiment un enjeu de compétitivité, d'accéder le plus rapidement possible à cette nouvelle génération qui a vraiment ces deux caractéristiques de pouvoir différencier la qualité de service et le niveau de sécurité. Et donc on souhaite avoir le plus de retours possible, ce qui nous permet d'avoir dans son design le meilleur réseau possible. Nomadic. Alors Nomadic, nous en fait, il faut que je revienne un petit peu à l'explication de ce qu'est Nomadic. Donc c'est une plateforme de télémédecine mobile pour les professionnels de santé. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On relie un professionnel de santé qui va être sur le terrain, en général à côté d'une victime ou d'un patient, muni d'une application mobile qui peut être sur tablette, qui communique avec des objets connectés que sont des dispositifs médicaux connectés, qui vont permettre de capter les paramètres vitaux, de faire notamment aussi des tracés type tracé ECG, d'autres examens complémentaires. Donc ce professionnel de santé sur le terrain va pouvoir transmettre. Donc, le premier cas sur lequel on s'est déployé en 2016, c'est la télérégulation, transmettre au SAMU, au médecin régulateur, des informations du terrain qui soient plus factuelles et qui enrichissent l'appel au 15. Parce que je pense qu'on a tous été malheureusement victimes d'une expérience douloureuse à décrire au téléphone une situation, et c'est ce qui arrive aux professionnels de santé aussi. Donc notre plateforme est destinée à enrichir cet appel, et elle s'est diversifiée sur aussi de la téléconsultation, de la téléexpertise, tous ces champs de la télémédecine qui arrivent en France depuis 2018, depuis que les téléconsultations sont remboursées.
Donc on a une plateforme mobile très globale qui aujourd'hui sur le terrain fonctionne sur tablette, je le disais, donc interface tactile. Et la 5G, nous on l'a vu arriver comme une formidable opportunité de présenter de nouveaux usages et notamment la réalité mixte, donc des interfaces holographiques. Alors, je fais des gestes parce que, en fait, moi je suis d'une génération, on a peut-être d'autres dans la salle, mais on a tous connu des claviers, même des téléphones où il fallait faire ça. Ensuite, on a et des téléphones portables où il fallait presque 2 mains pour le porter. Ensuite, on a vu tout ça se miniaturiser. On a vu des interfaces tactiles où nos enfants étaient bien meilleurs que nous à pouvoir les utiliser. Et on va avoir bientôt des interfaces holographiques. Pour l'instant, certains pensent que c'est que dans les films, mais non, elles arrivent, elles sont là, elles sont opérationnelles. On va commander au geste ou à la voix. Et nous, ces interfaces, en fait, on a porté notre application sur une interface holographique avec un support qui est HoloLens de Microsoft et qui nous a permis de tester, de faire ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, pour voir comment demain un secouriste sur le terrain peut travailler, au lieu de travailler avec une tablette, il travaille avec ses HoloLens, il a l'interface qui se superpose à sa réalité, c'est la réalité augmentée qu'on appelle la réalité mixte parce qu'elle s'adapte à votre réalité, et au lieu d'être gêné à toucher une interface tactile, il peut être pleinement concentré sur son patient, voire même avoir des gants, continuer à faire des gestes qui sont parfois techniques, et diriger ces interfaces comme ça, aussi simplement et à la voix. Donc tout ça, vous pouvez, on s'est essayé, on est allé montrer au CES de Las Vegas, le grand salon de l'innovation. Et la 5G, en fait, est une formidable opportunité parce que ces interfaces holographiques, elles peuvent bien fonctionner si demain les temps de latence sont très réduits et si aussi la sécurisation des données est là. Et donc la 5G demain nous apporte à la fois cette rapidité, cette fluidité, mais également la sécurisation des données. Donc on a fait nos premières expérimentations alors, avec un autre opérateur en région, on est de Bordeaux, on l'a fait à Bordeaux, pour tester et on a vraiment vu la différence avec ce qu'on a pu montrer justement au CES où on était en 4G, c'est fulgurant. Et d'ailleurs avec Orange, on a fait d'autres choses, notamment sur l'Orange Business Summit. Mais la vocation, c'est de travailler avec plein d'acteurs au niveau européen. On est aussi beaucoup sur des programmes d'innovation, notamment Horizon 2020, avec d'autres acteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi demain apporter du soin là où il n'y a pas de médecin. Donc, par exemple, les premiers cas d'usage, on a travaillé avec l'opérateur Telenor pour sécuriser des plateformes pétrolières sur la mer Baltique où l'accès aux soins est compliqué. Et où les conditions d'exercice sont difficiles. Donc on espère vivement aussi que le déploiement se fera très vite dans les zones qui en ont besoin et qui sont parfois pas toujours les zones économiquement des grandes villes. Mais tout ça doit arriver très très bientôt. Okay. Merci beaucoup. Ma question suivante, je vais l'adresser aux équipementiers, c'est toujours sur la stratégie. En fait, Nokia et Ericsson sont 2 équipementiers qui sont présents un peu partout dans le monde et donc qui ont une vision globale. Ce que je voudrais leur demander, c'est qu'ils nous disent un peu, au niveau monde, comment est-ce qu'ils ont préparé l'arrivée de la 5G, mais qu'ils nous disent aussi, en comparant au contexte réglementaire français, en fait, s'ils ont eu à s'adapter, s'il y a eu des choses s'ils ont fait du fine-tuning ou pas, ou si, en fait, ils ont appliqué la même stratégie, en fait, pour l'arrivée de la 5G. Je vais commencer alors, boucher les oreilles et comme ça on verra si vraiment c'est très différent. Au niveau global, je dirais qu'il y a 2 dimensions. Il y a une dimension technologique et puis une dimension plus business model. Sachant que les business models, et c'est un peu ce qui a été dit en propos d'introduction, peuvent être bien plus disruptifs. Mais sur la partie technologique, je pense que la première chose qui est importante à voir, c'est que les générations 2G, 3G, 4G, maintenant 5G, s'inscrivent dans une forme de continuité. On se doit aussi, vis-à-vis de nos clients, les opérateurs, de leur apporter une évolution technologique cohérente, c'est-à-dire assez souple, sans coût, avec des coûts maîtrisés pour évoluer d'une génération à l'autre,
sans rupture d'architecture trop brutale. Donc d'apporter, même si les usages vont dans la disruption et la révolution, d'avoir un parcours d'évolution technologique assez souple et maîtrisé. Et donc ça se fait par exemple pour nous de deux manières. D'abord, avant même l'arrivée des stations de base, enfin des équipements 5G, on a des équipements déployés dont le hardware supporte le logiciel 5G. Donc on prépare le déploiement de la 5G avant même que la 5G soit prête avec du hardware qui supporte. Ça, c'est une manière de le faire. Et après, la 5G, sans être affreusement technique, peut aussi pouvoir se développer et déployer en deux phases. D'abord, une première phase qui est appelée NSA, non-standalone, où le site 5G s'appuie sur le réseau 4G, ce qui permet d'utiliser le cœur de réseau 5G, enfin le cœur de réseau 4G avec quelques ajouts pour la 5G, mais grosso modo de greffer la 5G sur un réseau 4G existant et donc de l'introduire de manière un peu plus souple. Et après la deuxième phase, après cette phase de NSA non-standalone, c'est la phase standalone, où là on aura un cœur vraiment pleinement 5G qui permet d'aller aussi plus loin en termes de mise en œuvre de services vraiment différenciés. Mais donc l'idée pour le faire de manière souple, c'est à la fois anticiper sur le hardware avec donc, des équipements qui supporteront du logiciel 5G et avoir une introduction phasée de la 5G sur les réseaux. Après, l'autre élément, c'est évidemment les business models, et c'est quelque chose qu'on a essayé de regarder assez tôt, parce que la promesse de la 5G, c'est de ne pas faire de la 4G++, mais d'aller bien au-delà, d'avoir quelque chose vraiment assez disruptif en termes d'offres, d'avoir une solution qui permette de connecter énormément d'objets, et donc d'imaginer des business models vraiment différenciants et vraiment nouveaux. Et ça, du coup, ça nécessite aussi de travailler évidemment avec les opérateurs, mais aussi avec pas mal d'industriels, pour à la fois comprendre leurs besoins, et puis de voir comment la technologie peut répondre à leurs besoins. Et ça, c'est vrai que c'est deux axes importants. C'est effectivement tester la techno. Est-ce qu'elle permet de répondre à tel besoin industriel? Par exemple, il peut y avoir un besoin industriel qui est je fabrique des rotors d'avion. Dès qu'il y a de la vibration, le rotor que je fabrique est abîmé, je perds la pièce, je perds des milliers d'euros sur une journée. Si jamais j'arrive à repérer à temps qu'attention avec la vibration, je corrige mon processus de fabrication et j'économise la pièce, ben finalement on se rend compte qu'on peut économiser des dizaines de millions d'euros sur une usine par an. Et donc là il y a un aspect technique, est-ce que ça marche? Est-ce que la 5G permet d'avoir cette latence pour qu'effectivement je sauve la pièce? Et après il y a l'aspect business model, regardons si vraiment il y a un bénéfice. Donc voilà, on a aussi beaucoup travaillé sur ces business models, j'en donne un. Donc ce qui est merveilleux, c'est que finalement en creusant, on voit qu'il y a plein de business models différents. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de cas d'usage particuliers. L'usine de rotor n'a pas le même besoin évidemment que la connexion d'une voiture à distance ou d'un camion, etc. Donc il y a pas mal de travail pour comprendre quels sont les besoins de toutes ces centaines de cas d'usage. Je m'arrête là pour pas... Je vais essayer d'être complémentaire et de dire c'est pareil. Alors, quelques éléments un peu pour compléter sur les spécificités de France. Il est vrai que la France n'est pas la première à lancer la 5G. Ça a déjà démarré aux États-Unis, en Corée du Sud, qui étaient les premiers, quelques pays européens qui commencent. Ce n'est pas encore, aux États-Unis, ils ont démarré, c'est pas du tout encore tous les pays, mais c'est vrai qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, les premiers besoins ne profitent pas encore de cette faible latence. Ils ont juste démarré très peu de temps après que les standards soient prêts. Donc je veux dire par là que, la France n'est pas forcément très en retard. Les standards, ils datent d'avant-hier presque. Et aux États-Unis et en Corée du Sud, ça nous permet aussi d'avoir des produits qui sont matures et un écosystème de terminants qui est un peu plus riche et qui petit à petit aussi a des prix plus attrayants. Et je pense aussi quelque chose qui est pour moi, et j'insiste par rapport à ce que Victor disait, je viens de la 2G, de la 3G, de la 4G, maintenant la 5G, j'ai un peu déjà vu. Il y a quelque chose qui est un peu différent, que je vois beaucoup en France, et le fait que
autant toutes les autres technologies précédentes étaient testées avec les opérateurs sur des grandes villes, des use cases un peu, avec des terminaux, on testait la technique, les débits qu'on pouvait attendre, des choses relativement classiques. Ce que je vois en France, il y a beaucoup des demandes des clients finaux, industriels, qui disent nous aussi, on veut savoir et très vite appréhender cette nouvelle technologie, alors qu'elle n'est pas encore disponible avec les opérateurs. Donc au final, on s'adressera sûrement aux opérateurs, ce n'est pas la question, mais on veut déjà voir ce qu'on peut en faire très vite, plus vite probablement certainement qu'un 4G, un 3G. Cette semaine, il y avait l'ARCEP, les gouvernements qui ont lancé justement des expérimentations en France. Et alors, ces expérimentations, certaines sont avec les opérateurs et d'autres sont directement avec le port du Havre, avec des utilisateurs finaux qui veulent voir ce qu'ils peuvent en faire. Et où je pense aussi qu'il y a une grande place, justement, pour une audience comme ici, d'acteurs qui se posent la question de comment eux aussi pourraient contribuer dans cet écosystème. D'autres exemples de choses qu'on fait, le port du Havre, on pourrait se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font avec quelque chose comme la 5G? Et à titre d'exemple, on travaille avec EDF, avec Siemens, ils regardent, maintenant qu'on est à l'énergie, aux énergies renouvelables, aux voitures électriques, c'est comment avec les télécoms on arrive à optimiser en temps réel l'usage, la demande. Il y a d'autres choses aussi comme les portuaires. Aujourd'hui, il est très difficile de dire on amène la fibre jusqu'au bout, on connecte une caméra et on prévoit des capteurs, des images, des choses qui vont consommer des données, qui demandent une connectivité, qui demandent de la mobilité. Le Wi-Fi a des restrictions, les Wi-Fi 6. On arrive avec une nouvelle technologie qui permet la mobilité, une sorte d'une ubiquité, donc elle sera déployée et très très présente. Et il y a un espace énorme des développements de nouveaux usages et d'acteurs qui peuvent venir s'insérer. L'avantage aussi de ces expérimentations qu'avec l'ARCEP annoncé à l'EOM, c'est qu'elles sont aussi portées à ouvrir à des tiers, labos de recherche, universités, start-up, PME, venir aussi les utiliser.